Bonsoir, Maître Aoudja. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Bonsoir le Gard. C'est une première, je crois. C'est une première, c'est moi qui vous remercie de m'avoir convié. Avec nous, Corentin Corgé pour vous interroger. D'ailleurs, je vais lui donner tout de suite la parole. Il va vous poser la première question. Merci, bonsoir Abdel, bonsoir Maître. Bonsoir, Alors on sait Corentin. qu'il y a un an, les avocats étaient en grève durant plusieurs semaines pour protester contre la réforme judiciaire. Avec la crise sanitaire, les négociations ont été rompues avec l'État. La question c'est, est-ce que cette réforme est toujours d'actualité ? Alors, selon les annonces du président de la République, la réforme serait uniquement suspendue. Il faut dire qu'actuellement, la priorité gouvernementale s'attache davantage à vouloir faire voter les lois sur le séparatisme ou sur la sécurité globale. Alors que nous sommes, je le répète, ça me paraît important de le souligner et de le préciser, en pleine crise sanitaire et en état d'urgence. Bon, ils cherchent aussi des vaccins, c'est la priorité. Ils cherchent des vaccins, oui. Un mot peut-être effectivement, parce qu'on parle de l'État, on parle aussi du ministère de la Justice. Oui. Et au ministère de la Justice, aujourd'hui, il y a un garde des Sceaux que vous connaissez bien, parce que c'est un avocat, c'est Éric Dupond-Moretti. Quel regard vous portez sur la présence d'un avocat dans ce ministère ? Sur le principe d'avoir un avocat comme ministre de la Justice, c'est pas une première. Sur la personnalité très controversée d'Éric Dupond-Moretti, il s'agit d'un pénaliste. Je n'ai pas de regard précis, juste que si j'avais été du moins sollicité pour être ministre de la Justice, j'aurais répondu effectivement que je suis présente. Donc, pas de difficulté en ce qui me concerne, que ce soit un avocat, que ce soit... Mais est-ce que vous pensez que, parce que c'est un avocat, il peut entendre plus favorablement les remarques ou les attentes des avocats en France ? Alors, je suis beaucoup plus mitigée sur ce point-là et je vais vous dire pourquoi. Je pense que quand on accepte la mission d'être ministre de la Justice, on perd une certaine forme d'indépendance. Alors, est-ce que cette indépendance lui permettrait de se rappeler qu'il était avocat avant d'être garde des Sceaux, ou est-ce que ses ambitions personnelles et ses obligations en qualité de ministre de la Justice vont lui faire oublier les contraintes de la profession et la nécessité de la soutenir ? Je l'ignore. On parle de la crise sanitaire, on vient il y a quelques instants bien évidemment d'en parler également. Elle a forcément engendré des bouleversements dans votre métier au quotidien. Comment ça se matérialise, ces bouleversements ? Alors il y a eu plusieurs étapes. La première étape, c'est lorsque nous avons été en confinement brutal. Confinement brutal qui nous a conduit à suspendre notamment les audiences. J'ai été moi en pleine cour d'assises d'ailleurs quand cela a été suspendu. Cela a été très très compliqué et surtout pour les personnes qui étaient détenues, qui du jour au lendemain se sont vues privées des parloirs, des visites, de leur avocat et de leur famille. Il a fallu mener une gestion de façon empirique et qui dépendait des cabinets des uns et des autres puisque nous n'avions aucune directive. Nous n'avons même pas été informés en amont, en tout cas pour nous permettre de nous préparer. Donc chacun a pu œuvrer à son échelle au mieux qu'il pouvait. La deuxième étape, lorsqu'il y a eu ce déconfinement, c'est comment repenser la profession et surtout maintenir les liens avec les justiciables. Parce qu'il y avait une telle anxiété, un point très anxiogène, alors qu'ils vivaient déjà des moments difficiles, puisque les personnes qui sont confrontées à la justice vivent des moments difficiles. Il a fallu, de surcroît, gérer leurs angoisses, gérer leurs difficultés judiciaires, en tenant compte aussi de la crise sanitaire. Ça a été extrêmement compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la troisième étape, nous sommes mieux parés pour y faire face ? Je dirais oui dans l'ensemble, mais c'est extrêmement compliqué encore aujourd'hui. Y compris sur les audiences, je présume, parce que les audiences sont publiques en principe. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à avoir du public dans les salles d'audience malgré la crise ? Alors, il n'y a pas de public. Ah oui, vous rappelez, à juste titre, public. Et la publicité des débats, c'est un droit fondamental à valeur constitutionnelle. Alors, les journalistes sont tolérés, les familles et tout autre intervenant qui ont aussi leur importance, malheureusement ne le sont pas. Donc aujourd'hui, seules sont jugées les personnes donc convoquées, partie civile ou auteurs, sans qu'il y ait de public. C'est un peu difficile, oui. Et est-ce que du coup, on pourrait imaginer, comme l'a préconisé Éric Dupond-Moretti, qu'il puisse y avoir des débats filmés pour la télévision, ou est-ce que vous y êtes défavorable ? Non, au contraire, j'y suis plus que favorable.
La justice ne doit pas être rendue à huis clos. La justice doit être publique. Encore une fois, c'est un principe à valeur constitutionnelle. Et là, de par la loi relative à l'état d'urgence, eh bien, malheureusement, toutes les mesures qui sont prises en raison de la crise sanitaire, ce sont des mesures liberticides qui portent atteinte de plein fouet à nos principes fondamentaux. Est-ce que du coup, avec la crise, ça a entraîné beaucoup de retard dans vos dossiers, des procès reportés? Énormément. Il faut savoir qu'à l'origine, avant même que nous traversions cette crise, la justice était sinistrée et les moyens qui sont donnés à la fois aux magistrats, aux greffiers et aux avocats étaient extrêmement limités. Mais il y a eu la première vague qui était liée au mouvement de grève dont vous avez fait état en tout début de l'émission, et il y a eu cette crise sanitaire. Cela a fait qu'augmenter la longueur des procédures. Aujourd'hui, pour vous donner concrètement un ordre d'idée, les affaires sont audiencées sur 2-3 ans. Celles qui sont terminées aujourd'hui. Je ne parle pas de celles qui sont en cours. Vous imaginez, pour les justiciables, l'état dans lequel ils peuvent se trouver, l'état dans lequel ils se trouvent à l'heure actuelle, ça pourrait créer un vide juridique. Pardon ? Ça pourrait créer un vide juridique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand trop de temps a passé, comment on fait pour dire on va juger des gens alors que ça fait des années qu'ils attendent d'être jugés? Alors, un vide juridique, non, puisqu'il y aura jugement. Par contre, nous sommes en violation totale avec nos dispositions légales relatives à l'exigence d'être jugé dans un délai raisonnable, que ce soit pour les victimes ou que ce soit pour les auteurs. Notamment pour les détentions provisoires. Il y a une certaine délai à respecter. Il y a le problème des détentions provisoires qui, mis bout à bout, en raison de la longueur et les délais qui sont impartis par la loi, finissent par remettre en liberté notamment des personnes qui pourraient potentiellement être dangereuses lorsque nous sommes en matière criminelle. Oui. À cause de ce retard. Mais transition aussi tout trouvée pour une question qu'on avait prévu de vous poser. Du coup, est-ce que c'est difficile d'être avocat aujourd'hui en France ? Oui, c'est difficile parce que quand vous prenez la défense, que ce soit d'une victime ou d'un auteur, vous vous immiscez dans leur vie. Vous vous immiscez, vous portez leur douleur. Toute l'anxiété qui est générée en plus de cela, dans le contexte que nous trouvons, devient de plus en plus difficile. Parce qu'on ne se limite pas uniquement au rôle de l'avocat, on devient aussi le psychologue, le psychiatre, celui qui doit prendre sur ses épaules pour permettre aux justiciables de passer le cap de la justice au mieux possible. Vous êtes avocate pénaliste, votre nom est connu de beaucoup à Nîmes, car vous avez souvent plaidé dans des affaires judiciaires qui ont marqué le territoire. Une question là aussi sur l'exercice de votre métier. Est-ce que la pression, qu'elle soit médiatique, qu'elle soit liée, pourquoi pas, à des journalistes aussi, qui peuvent vous interroger dans le cadre de ces affaires, est-ce que ça crée une forme de pression ? Oui, la pression est liée. Toutes les affaires judiciaires qui, par elles-mêmes, alors je pense notamment aux affaires criminelles, génèrent nécessairement une pression. Nécessairement. On sait qu'il y a un procès qui va bientôt arriver, qui est très important. Les enjeux sont importants, donc nécessairement la pression, elle est présente. Est-ce que les affaires médiatisées rajoutent de la pression sur la pression ? Évidemment, oui. Évidemment, oui. Parce que, à la fois, c'est nécessaire, il faut qu'il y ait cette publicité, et à la fois, ce qui est parfois regrettable, c'est que, de par une trop forte médiatisation, il y a de facto des atteintes graves à la présomption d'innocence, des atteintes graves à la dignité aussi de ces victimes. Cela est très complexe et très difficile à gérer. Il faut répondre à la presse, il faut expliquer, tout en préservant le secret de l'instruction, tout en préservant la dignité des personnes qui sont amenées à être jugées ou qui sont amenées à livrer leur souffrance. Alors, parlons maintenant des thèmes qui vous tiennent à cœur, notamment les conditions de détention à la prison de Nîmes. On parlait de la crise sanitaire aussi tout à l'heure. Vous avez, il y a un an, porté plainte au pénal pour non-assistance à personne en danger et saisi la Cour de justice de la République. Où on en est ? Alors, donc, la plainte a été déclarée recevable. La difficulté dans le process actuel, c'est que le parquet a estimé que le ministre de la Justice, puisque nous dépendions, les centres de détention dépendent du ministère de la Justice, ont considéré qu'il n'y avait pas de responsabilité
imputable, responsabilité pénale, imputable au ministre de la Justice. De sorte que j'ai été contrainte d'actionner une autre procédure en parallèle, qui est celui d'engager la responsabilité civile de l'État en raison justement des conditions de détention. Parce que vous, concrètement, qu'est-ce que vous auriez demandé? Qu'il y ait des isolements de détenus malades? Qu'est-ce que concrètement vous auriez voulu qu'il soit fait? Alors concrètement, remettons les choses dans leur contexte. Lorsque nous sommes en mars et que le confinement donc, devient une urgence absolue, pendant près de 3 mois, aucune mesure sanitaire n'avait été prise, tant à l'endroit des personnes détenues que du personnel pénitentiaire. Pas de masque, pas de gel hydroalcoolique. Vous aviez donc tous ces surveillants, qu'on appelle l'arpège, qui passaient de maison d'arrêt en maison d'arrêt sans être eux-mêmes protégés et par voie de conséquence sans qu'ils puissent protéger l'ensemble des détenus. Mais pas que. Vous aviez au sein du ministère de la Justice, notamment au niveau des greffiers, au niveau des magistrats, aucune mesure sanitaire n'avait été prise pendant près de 3 mois. Ce qui interroge. Alors qu'on nous expliquait parallèlement, donc en tout cas le corps médical s'accordait à dire que ce virus était particulièrement dangereux, qu'il y avait une célérité extrêmement puissante dans la contamination, et nous avions notamment pour la maison d'arrêt de Nîmes, une surpopulation sans qu'il y ait aucune mesure qui soit prise. C'est extrêmement grave. Donc, effectivement, je me suis mobilisée parce qu'il fallait le faire, il fallait dénoncer. J'étais extrêmement inquiète à l'époque des conséquences dramatiques au sein des maisons d'arrêt, au sein donc de l'administration judiciaire de façon générale, et aussi au niveau donc de l'ensemble de mes confrères. Est-ce que vous voyez de mon œil aujourd'hui l'extension de la prison de Nîmes et cette deuxième prison dans le département qui devrait arriver dans quelques années? Alors j'espère qu'elle se fera dans le département du Gard et plus précisément sur Nîmes. Ça me paraît le plus logique puisque la cour d'appel est sur Nîmes et que le corps principal des affaires judiciaires sont jugés devant le tribunal judiciaire de Nîmes ou devant la cour d'appel de Nîmes. En GMO également, sur Nîmes, sur le Gard, qui emploie une violence de plus en plus importante. Le tribunal est souvent le reflet aussi de ces actes. Vous direz que le département est plus violent aujourd'hui qu'il y a quelques années? Oui, incontestablement. Et je vais vous dire... Qu'est-ce qu'il explique? Voilà, j'attendais cette question. Plusieurs facteurs, bien évidemment. Il y a le facteur social, le facteur économique et la ghettoisation. Mais n'oublions pas un facteur qui est celui de l'administration de la justice. La politique pénale dans notre département, particulièrement, et devant la cour d'appel de Nîmes, spécialement. C'est une politique pénale devant la cour qui a toujours été exceptionnellement, et j'emploie le terme délibérément, répressive. N'oublions pas qu'en 2012, l'ensemble des barreaux de France s'étaient mobilisés dans le cadre d'un mouvement de grève en rappelant que de facto, nous avions perdu un second degré de juridiction. Je dis et je rappelle que dans les années 70, il y a des sociologues, dont notamment par exemple Laperoni qui nous était enseigné, qui faisait une étude comparative entre ce qui se passait aux États-Unis et ce qui se passait en France. D'autres sociologues ont écrit sur le sujet. Il a été démontré sans aucun doute que la répression, que la politique pénale extrêmement répressive a pour conséquence l'augmentation de la violence. Donc ça veut dire que pour vous, il faut une répression juste, entre guillemets, je ne sais pas les termes exacts, mais... Il faut que la répression soit proportionnée. Il faut que la répression soit proportionnée à l'acte qui a été posé. Et on parlait des délais, tout à l'heure, ce que vous avez dit qui était très intéressant, d'autant plus avec la crise, 2 ans, 3 ans, est-ce que ça, aussi, c'est pas quelque chose qu'il va falloir essayer de régler pour juger peut-être plus rapidement. Alors ça, c'est impératif, c'est un droit fondamental. Il est inscrit dans notre droit et il est inscrit aussi au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. La Convention européenne des droits de l'homme rappelle la nécessité d'être jugé dans un délai raisonnable. Et pour la société, c'est extrêmement important. Si vous avez un individu qui commet des actes délictueux et criminel, on n'en parle pas parce que c'est quand même une interpellation qui est relativement rapide, mais lorsque vous avez des personnes qui commettent des actes délictueux et qui ne sont jugées que 3, 4 ans, 5 ans après la commission de leurs actes, ça n'a plus véritablement de sens. Juger un homme âgé de 25 ans pour des faits qu'il a commis lorsqu'il était âgé de 20 ans, ça n'a pas de sens. Il a évolué entre-temps, en espérant positivement. Et s'il n'a pas évolué positivement, il a commis entre-temps d'autres actes parce qu'il n'a pas été arrêté à temps. D'un côté comme de l'autre, c'est regrettable. On dit un dernier mot sur les quartiers populaires de Nîmes.
Quel regard, quelle observation vous faites de la situation ces derniers mois dans ces quartiers populaires nîmois où il y a eu des drames, des jeunes hommes qui sont décédés et ces trafics de drogue aujourd'hui dans ces quartiers qui, quelque part, ont pris un peu le pouvoir? Dans un premier temps, on est dans le constat, et c'est un constat de sidération. Parce qu'humainement, on ne peut pas constater la perte de vie humaine sans être sensibilisé. Et ce n'est pas parce que ce sont des jeunes qui sont issus des quartiers qui ne sont pas nos semblables. Donc cette sensibilisation, elle doit être d'actualité. Dans un second temps, il y a une réflexion qui se pose. Pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à constater cette montée de violence ? Alors, il y a plusieurs explications. Je vous en livre une parmi d'autres, mais on pourrait en discuter plusieurs heures. Il y a l'explication de la dignité humaine. Je suis très attachée à cette notion. C'est quoi la dignité humaine ? C'est le respect, la considération de l'autre. Ce que je constate, c'est que ces personnes, et ces jeunes particulièrement, ont tellement été oubliés, dénigrés, méprisés, qu'ils se sont construits avec un mépris d'eux-mêmes aussi. De sorte qu'aujourd'hui, la notion de la vie n'a plus d'importance. Parce que lorsqu'on a un fort attachement à la dignité humaine, on a un fort attachement à la vie humaine. On ne peut pas mépriser la vie humaine parce que la vie est précieuse. Or, ces jeunes qui se livrent à ces trafics de stupéfiants, c'est pas le trafic en lui-même, et je dirais 2 mots là-dessus d'ailleurs. C'est les conséquences que génère ce trafic dans la montée de la violence. Ils sont arrivés au point de ne pas avoir ce respect sur la vie humaine. Ils s'exposent eux-mêmes et ils se permettent d'exposer autrui. Alors pourquoi Sur les trafics. Pourquoi je faisais cette parenthèse ? Le trafic, on est essentiellement sur du trafic de cannabis. Cela fait près maintenant plus d'un siècle, puisque le premier texte de prohibition qui a été promulgué date de 1916. 1916, c'est le premier texte. Nous sommes à un siècle de prohibition de la résine de cannabis. Les textes de loi n'ont eu de cesse d'être extrêmement répressifs. Les sanctions pénales ont été de plus en plus répressives, c'est-à-dire que vous aviez des condamnations pouvant aller de 12 à 14 ans pour des jeunes qui s'étaient livrés à un trafic de stupéfiants. Quel constat ? Augmentation de la violence. Non seulement on n'a pas éradiqué ce fléau, pire, on l'a laissé se développer et on a laissé se développer avec cela. Vous nous dites quoi ce soir ? Que vous êtes pour la dépénalisation ? Oui, mais alors là, ça fait depuis des années que... Alors je vais vous dire, en ce qui concerne les textes prohibitifs, il y a 2 choses que je souhaiterais que le législateur revienne. 1, la dépénalisation du cannabis. 2, la réouverture des maisons closes. Pourquoi ? Dépénalisation du cannabis, très rapidement, pour ôter ce commerce des mains de la voyoucratie. La réouverture des maisons closes, pourquoi ? Pour qu'il y ait un regard, une protection de toutes ces jeunes femmes qui se livrent à la prostitution et qui sont malheureusement en danger sanitaire, et elles sont victimes à la fois de violences physiques d'une intensité inimaginable, et peu d'entre elles déposent plainte, et elles sont aussi victimes très souvent de viols, sans que les autorités judiciaires ne puissent en être informées. Merci beaucoup, maître, d'avoir répondu à toutes nos questions.